Des fragments des souvenirs d'Emily remplissent sa tête. Sa mère raconte à sa demi-sœur Chloé que bien qu'elle soit sa propre fille, elles élèvent Emily depuis 15 ans et entretiennent une relation très étroite. Emily est connue de tous comme la fille aînée de la famille, mais elle n'est pas leur propre fille. Elle est dans un tourbillon et ne comprend pas ce qui se passe ni où elle se trouve, et des souvenirs continuent de surgir de manière incontrôlable dans sa mémoire. Elle se souvient de la façon dont sa mère la gronde d'avoir essayé de participer au concours, elle s'efforce d'y parvenir depuis si longtemps, mais sa mère dit qu'elle ne réussira pas et ne fera que déshonorer toute la famille avec sa participation. Dans le monde réel, Emily et Chloé sont allongées dans un lit d'hôpital, où Emily donne son sang à Chloé. Les voix dans la tête de la jeune fille disent qu'elle est une montagnarde et qu'elle ne peut pas être une véritable enfant de la grande et riche famille Ying. Les voix ne s'arrêtent pas et répètent que la jeune fille est pitoyable et sans talent et qu'elle ne sera jamais considérée comme une véritable enfant de cette grande famille. Emily se réveille rapidement de l'horreur des voix dans sa tête. Elle était allongée sur un lit d'hôpital et le soleil brillait dehors depuis longtemps alors qu'Emily était inconsciente. L'aiguille qu'elle tenait à la main était recouverte d'un pansement. Elle ne se souvenait pas de tout ce dont elle avait rêvé, seuls quelques fragments tournaient encore dans sa tête. Emily ne pouvait pas comprendre ce qui lui était arrivé, car certains souvenirs n'étaient pas du tout les siens, et elle pensait que maintenant elle n'était plus la fille sans défense qu'elle était avant. Un médecin est entré dans la pièce. Elle a dit froidement qu'elle ne s'attendait pas à ce que la jeune fille puisse se réveiller et a supposé qu'elle mourrait. Le médecin a arraché brutalement l'aiguille du poignet de la jeune fille et a déclaré qu'elle avait perdu connaissance à cause d'une importante perte de sang. Le médecin sourit du fait que la jeune fille se considérait comme une noble dame. La main de la jeune fille a commencé à saigner. Emily pensa qu'un comportement aussi grossier ne devait pas être laissé sans une réaction appropriée. Elle se leva brusquement du lit et frappa la tête du médecin sur la table. Soudain, Chloé a couru dans la pièce pour demander de laisser partir le médecin. Emily a déclaré qu'elle n'avait pas fait cela intentionnellement, mais par accident, car elle n'avait pas encore complètement repris conscience et elle avait rêvé qu'un chien l'attaquait. Le nom du médecin était Eve, et elle savait très bien qu'Emily mentait et la traitait de gamine ingrate. Chloé a commencé à demander comment se sentait Emily, elle s'inquiétait pour elle, car si elle n'avait pas eu cette terrible maladie, Emily ne lui aurait pas donné son sang. Emily se souvenait que devant elle se tenait Chloé, la première dame de Shanghai et une pianiste célèbre en Chine, elle était sa demi-sœur. Emily avait toujours su que Chloé la traitait simplement comme une banque de sang qui allait et venait à sa guise. La jeune fille est sûre qu'elle s'est évanouie uniquement parce que son sang a été prélevé de force pendant plusieurs jours. En fait, elle est habitée par l'esprit de la déesse du monde spirituel de la cultivation, qui s'est transformée en une fille abandonnée et constamment intimidée par les autres. Emily rit. Est-ce que tout le monde autour d'elle pense toujours qu'elle est toujours une fille sans défense? Le docteur demande furieusement à Chloé pourquoi elle s'excuse auprès d'Emily, puisqu'elle est une montagnarde adoptée qui ne connaît pas sa place. Eve tente de déclencher un conflit avec Emily, qui pense silencieusement à son destin. Après une seconde, Emily se tourne vers le médecin et lui dit de se taire et de ne pas faire de bruit. Le médecin jette les papiers sur la table avec rage. Elle s'excuse à l'avance auprès de Chloé et dit qu'elle ne traitera pas Emily à cause de son comportement indécent. Emily montre au médecin la sortie. Eva est devenue encore plus en colère, elle n'avait pas l'habitude d'être traitée comme ça. En partant, Eva dit qu'Emily n'est qu'une fille qui essaie de séduire son oncle, après quoi elle quitte la pièce en claquant violemment la porte. Chloé dit qu'Eva est un médecin expérimenté, et qu'Emily l'a mise en colère, et qui va la soigner maintenant. Mais Emily estime qu'il ne lui est rien arrivé de grave, et qu'elle s'en remettra toute seule, d'autant plus qu'elle est sûre que Chloé ne s'inquiète pas pour elle, mais qu'elle ne lui donnera plus son sang. Chloé s'inquiète pour Emily et pleure presque. Mais Emily n'y prête pas attention, elle veut savoir qui a poussé Chloé dans les escaliers. Emily se tourne vers Chloé et lui demande si elle est d'accord avec elle, car tout le monde autour d'elle pense que c'est elle qui l'a poussée dans les escaliers et le lui reproche constamment. Chloé prétend qu'elle ne se souvient pas de comment cela s'est passé, et Emily quitte la pièce dans laquelle sa demi-sœur reste immobile. Emily se retourne, regarde le numéro de la chambre et se souvient que cette chambre a été choisie rien que pour elle et qu'elle est très confortable. Chloé ne peut s'empêcher de penser qu'Emily n'est pas elle-même, quelque chose a clairement changé en elle. Elle sort son téléphone de sa poche. Elle appelle son petit ami Austin et lui dit qu'elle a besoin d'aide, qu'elle doit parler de toute urgence à Emily. L'action se déroule la nuit en ville. La belle Emily se promène dans la ville, attirant le regard des passants. Les deux gars regardent Emily et discutent si elle a été adoptée par la famille Yin. L'un des gars s'appelle Mason, c'est un homme riche de la deuxième génération. Mason dit à son ami, qui lance la bague, qu'Emily s'est disputée avec son oncle. Le deuxième gars s'appelle Liam, c'est le jeune maître de la famille Fu. Les deux gars ne comprennent pas comment, après un tel scandale avec leur oncle, Emily peut se promener sereinement dans la ville. Liam ne connaissait pas Emily et Mason lui a dit qu'elle avait été adoptée uniquement pour donner une transfusion sanguine à Chloé,
car ils avaient les mêmes facteurs RH. Soudain, 2 voyous ont entouré Emily, la menaçant avec un couteau, lui ont dit qu'ils voulaient s'amuser avec elle. Liam, voyant cela, propose à Mason d'aider la jeune fille. Mais Mason a dit que vous ne devriez pas communiquer avec Emily, et encore moins l'aider. Un coup sec, et l'un des bandits se met à crier. Mason n'a même pas immédiatement compris ce qui s'était passé. Emily se frotte les mains. Elle se tient debout, un pied sur le corps couché de l'un de ses agresseurs. Le gars avec le couteau dit qu'il va réparer le visage de cette chose et se jette sur Emily. Mais d'un seul coup de pied circulaire, Emily assomme le gars et il tombe au sol. Mason est choqué, il sait avec certitude qu'Emily a quitté l'hôpital il y a quelques jours, mais d'où lui vient-elle tant de force? Maintenant Mason ne sait même pas lequel d'entre eux est le vrai bandit. Liam continue de surveiller Emily. Il commença à être attiré par cette fille. Mason lui a même pincé le bras pour vérifier s'il dormait. Liam dit que chaque coup porté par Emily est précisément calibré et que peu importe ce que les bandits ont fait, il n'avait aucune chance contre Emily. Mason ne comprend pas qui est Emily, et connaît-elle vraiment les arts martiaux anciens. Liam se demande si Emily est vraiment une battante. Soudain, Mason est soudainement saisi par l'épaule. C'est Emily qui a fait peur au gars. Mason avait peur, il ne comprenait pas pourquoi elle s'approchait de lui, avait-elle vraiment entendu qu'il parlait en mal d'elle? Mason tombe à genoux devant Emily. Il commence à pleurer et à lui expliquer qu'il adore simplement bavarder et qu'il ne veut pas offenser Emily. Liam demande en souriant à Mason quelle est sa pose, peut-être qu'il va proposer à Emily. Mason prétend que les Nagas l'ont laissé tomber et se sont inclinés devant Emily. Les yeux d'Emily brillèrent d'une couleur dorée brillante, et elle a commencé à dire que dans 3 jours, à 7 heures du soir, il y aurait un véritable bain de sang dans le bar. Après 7 jours, à partir de midi, Emily déconseille de se présenter dans la région de Putan, car leur vie pourrait être en danger. Les 2 gars étaient perdus, Liam a suggéré qu'Emily était une diseuse de bonne aventure. Mais Emily reprit ses esprits et répondit timidement qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais les remercia de l'avoir écoutée. Emily comprit que maintenant elle avait simplement essayé son don sur eux, mais qu'elle avait encore besoin de pratique pour restaurer pleinement ses capacités. Liam se tourne vers Emily pour lui demander de prédire son sort. Mason ne comprend pas comment il a consciemment pris cette mesure, car c'est tout simplement absurde. Soudain, Mason décide de changer de conversation et dit à Emily de ne pas faire attention à Liam, et dit également qu'ils peuvent la conduire. Mais Emily s'est retournée et a dit qu'elle n'en avait pas besoin. Emily était un peu contrariée de ne pas avoir accepté l'offre. Mais à ce moment précis, Liam a dit que, selon sa prédiction, il pourrait lui offrir un dîner. La deuxième fois, elle ne pouvait plus refuser. Ils arrivèrent dans un restaurant cher appelé Pavillon. Mason craignait que son père vienne ici, mais en même temps, il pensait qu'il se serait probablement inscrit à l'avance. Mason a gentiment invité Emily à s'offrir la vaisselle, puisque tout était à leurs frais, car il ne manquait pas d'argent. Au contraire, a dit qu'elle avait besoin d'argent. Mason a été surpris et a demandé si Emily était prise en charge par sa famille, car même les domestiques reçoivent de l'argent, sans parler de leur fille adoptive. Emily a dit qu'elle était une fille adoptive, qu'elle n'avait pas étudié l'étiquette ou la fleuristerie. Pourquoi une telle honte comme elle recevrait-elle soudainement de l'argent? Liam encourage Emily et dit que ses manières héritées sont visibles à l'œil nu. Emily pose sa tasse et se souvient qu'elle est venue sur Terre au milieu du XVe siècle, et qu'à cette époque elle assistait à toutes les réceptions royales. Elle doit s'habituer à sa nouvelle identité. Elle pensait que l'énergie de ce monde s'était presque tarie jusqu'à ce qu'elle vienne ici. Qui aurait pensé qu'un brûle-encens serait une infime source d'énergie? L'essentiel pour Emily était de restaurer ses propres capacités dans un nouveau corps. Emily demande à Liam quels endroits intéressants elle peut visiter à Shanghai. Mason rit et dit que c'est trop, il ne comprend pas comment Emily, qui vit à Shanghai depuis si longtemps, n'est jamais allée nulle part. Mais Emily réalise tristement qu'un pot de sang vivant n'a pas une telle opportunité. Liam tend à Emily un bol de soupe et lui demande de le manger, car elle est très maigre et elle devrait être plus attentive à son propre corps. Liam demande combien de fois Chloé a été blessée cette année. Emily dit qu'elle a été à l'hôpital au moins 20 fois. Mason est étonné et demande si Emily a déjà vraiment donné son sang à Chloé 20 fois. Emily dit que plus de 20 fois encore, elle pense qu'un jour elle se réveillera et que les sucs de ce corps seront complètement épuisés. Liam plaisante en disant qu'Emily a l'opportunité d'entrer dans le livre Guinness des records. Mason pensait que la voix de Liam est très douce, cela peut signifier qu'il a certains sentiments pour elle. Mason dit que Liam a raison et qu'Emily devrait mieux manger, puis demande à la serveuse d'apporter une portion de foie de porc. Soudain, la porte de l'établissement claqua. Austin, le fiancé de Chloé, est entré, il est le premier héritier des Big Four.
Le serveur s'approcha immédiatement de lui et lui proposa de le conduire à table. Un de ses hommes de main a demandé à Austin de regarder la table où Emily était assise. Il a immédiatement reconnu le gars de la famille Fu qui essayait de nourrir Emily. Austin s'est excusé auprès des personnes avec qui il était venu et s'est dirigé vers la table où Emily était assise. Liam a essayé de nourrir Emily lui-même, mais elle ne détestait pas les abats et a refusé. Le rideau qui recouvrait leur table s'écarta brusquement. Austin a immédiatement demandé à Emily pourquoi elle avait quitté l'hôpital. Il a ajouté qu'il n'avait pas de temps pour Emily et qu'elle devrait rentrer immédiatement à la maison et expliquer son comportement car Chloé est inquiète. L'homme de main a déclaré que son maître Austin est un homme très occupé et qu'il n'a pas besoin de problèmes supplémentaires avec Emily. Emily a demandé avec un sourire si Austin la traquait. Il a répondu avec colère qu'elle n'avait pas le droit de lui parler comme ça. Liam a déclaré qu'Emily avait une valeur particulière. Il demanda à Emily de le regarder et non d'Austin, il voulait ainsi détourner son attention. Austin, insatisfait de la situation, se dirigea vers sa table. Mason, sentant qu'il avait assisté à un spectacle grandiose, fut submergé d'excitation. Liam l'a regardé et a dit qu'il était dégoûtant. Liam regarda à nouveau Emily avec affection et lui dit qu'il pouvait aller dans la rue piétonne, au parc d'attractions ou à l'aquarium, et qu'il y avait une foire souterraine près de la tour de télévision où l'on pouvait acheter de la pierre de dragon, prédire l'avenir, etc. Emily a demandé avec intérêt comment il faisait la bonne aventure là-bas, ce à quoi Liam a répondu qu'il faisait la bonne aventure en utilisant des cartes de tarot. Emily était ravie, elle n'avait pas lu les cartes du tarot depuis de nombreuses années, mais elle n'était pas sûre qu'elles auraient pu être conservées jusqu'à présent. Liam s'est immédiatement rendu compte que cela l'intéressait plus que les endroits où les filles vont habituellement. Liam a prévenu que le marché était ouvert après minuit et qu'il n'était pas sûr, donc si elle voulait y aller, elle devrait l'accompagner. Emily est rentrée chez elle avec Liam dans la voiture. Liam a demandé à Emily s'il était vrai que le chef de la famille Ying l'avait amené du village à Shanghai. Elle hocha la tête et ajouta qu'il lui avait dit qu'il l'enverrait à l'université, mais qu'en chemin, elle avait eu un accident et s'était retrouvée à l'hôpital. Les blessures qu'elle a subies n'étaient pas graves, mais son groupe sanguin était le même que celui de sa demi-sœur Chloé. Liam a demandé avec horreur si c'était la seule raison pour laquelle elle avait été adoptée. Emily a répondu qu'elle avait reçu un pot de sang vivant à sa porte. Liam toucha la tête d'Emily avec sa main, elle fut surprise et lui demanda ce qu'il faisait. Il lui a dit de ne pas trop réfléchir et de rentrer chez elle et qu'il s'occuperait d'elle. Ils se dirent au revoir, Emily se dirigea vers l'entrée de la maison et Liam surveilla ses traces. Le majordome ouvrit la porte, et il a immédiatement demandé si Emily s'était calmée, puisque sa mère avait dit que si la fille était si capricieuse, elle ne rentrerait peut-être pas à la maison avant de s'être excusée. Emily s'est mise en colère, s'est retournée et a commencé à s'éloigner. Mais le majordome a commencé à l'arrêter et a quitté la maison. Il a commencé à persuader Emily de s'excuser auprès de Chloé, car sa désobéissance dans la rue ne servait à rien. Le majordome a déclaré qu'Emily ne serait pas en mesure de gagner la confiance de sa mère dans un tel état de colère. Liam est arrivé par derrière et a interrompu leur conversation, disant qu'il ne pensait pas que dans la famille de Ying, les serviteurs pouvaient commander à leur maître. Emily se retourna et fut agréablement surprise qu'il ne soit pas encore parti. Le majordome a dit qu'être impliqué avec Mfu était mauvais. Mais Liam a dit que s'il n'était pas parti, Emily aurait été victime d'intimidation, ce qui signifie qu'il s'en est bien sorti. Liam s'est rapproché du majordome et a demandé grossièrement à qui il indiquait des excuses. Puis il a giflé le majordome au visage. Le majordome a immédiatement commencé à s'excuser auprès d'Emily, disant qu'il n'aurait pas dû se comporter de cette façon. Liam passa son bras autour de la taille d'Emily et dit qu'il la accompagnerait lui-même. La mère d'Emily était assise sur le canapé en train de lire un livre. Elle s'appelait Becca, elle entendit quelqu'un entrer, et sans lever les yeux, elle demanda si Emily avait finalement abandonné. Mais quand elle a levé les yeux, elle a vu le majordome, Emily et Liam debout ensemble, ce qui l'a très surprise. En posant le livre, elle dit que Liam est le 7e maître de la famille Fu, car hier encore, elle avait parlé avec son père. Elle a demandé pourquoi il était venu si tard chez la famille Ying. Liam a dit qu'il craignait pour le bébé parce que s'il la renvoyait chez elle, elle serait à nouveau victime d'intimidation. Madame a demandé ce qu'il voulait dire. Le majordome avait déjà commencé à dire qu'il avait été impoli avec Emily. Mais sans l'écouter, Becca a dit à Liam que ce n'était qu'un malentendu et qu'il pouvait déjà partir. Liam a dit que si Madame le croyait vraiment, alors les rumeurs sur sa gentillesse étaient vraies et il espérait qu'Emily n'était plus en danger. Il se tourna vers Emily, lui disant qu'elle pouvait l'appeler à tout moment si quelque chose arrivait. Emily s'inquiétait pour lui,
confuse, lui souhaitait bon voyage et bonne nuit. Sans parler à Becca, Emily a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle montrait se reposer. Madame jeta le livre par terre. Elle est furieuse et mécontente du comportement d'Emily. Si auparavant Emily flirtait bêtement avec Austin, maintenant elle flirte avec Liam. Le majordome lui a rappelé qu'elle devait appeler Chloé car elle attendait son appel. Madame l'avait vraiment oublié. Becca a immédiatement appelé sa fille, avec qui elle a commencé à avoir une douce conversation comme si elle était sa fille bien-aimée. Il était une fois, lorsque Becca adoptait Emily, elle l'aimait même, mais avec le temps, leur relation est devenue de plus en plus froide, contrairement à sa relation avec Chloé. Emily était assise devant l'ordinateur. Mais à un moment donné, l'ordinateur a cessé de fonctionner. Emily vérifia son solde sur son téléphone, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais cela devait lui suffire. Elle a ouvert la fenêtre. Elle grimpa sur le bord du cadre de la fenêtre. Et elle en a sauté. Le majordome se tenait près de la fenêtre et il lui semblait que quelque chose se passait derrière la fenêtre. En raison d'une mauvaise vue, il n'a pas vu Emily s'éloigner de lui. Il faisait nuit dans les rues de Shanghai. Liam était assis au bar Starry Sky. Une charmante serveuse de bar, flirtant avec Liam, l'a prévenu qu'ils allaient payer $1 million pour sa mort et qu'il devait faire attention. Mais Liam a dit qu'il devait d'abord le trouver. Tout à coup, dans la fenêtre du bar, il a vu Emily se promener dans la ville. Il pensait que certains des petits se comportaient mal. Emily se dirigea vers le comptoir des ventes. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Le commerçant a dit que la pièce qu'Emily veut acheter coûte 5 cents. Emily a pris la pièce et a transféré $500 sur le compte du commerçant. En regardant Emily, ils commencèrent à dire qu'elle était une mendiante. L'un des marchands lui a suggéré de le supplier, puis il lui pardonnerait la moitié de la somme. Mais Emily s'est retournée et a commencé à partir, et les marchands lui ont crié des injures insultantes. Un inconnu a couru vers Emily et lui a dit que son maître était prêt à lui offrir $6 millions pour la pièce qu'il lui avait achetée. Emily s'est retournée et a vu un vieil homme avec un chapeau et une canne. Il s'appelait Logan et son jeune assistant était Steve. Logan a dit que si le prix n'est pas suffisant, elle peut l'augmenter. L'assistant, à son tour, a déclaré que son maître est un évaluateur professionnel. Le commerçant a entendu toute la conversation, et lorsqu'il a vu le document confirmant le poste d'évaluateur principal, il a été convaincu que cette pièce était très chère. Emily pensait qu'au XXIe siècle, de nombreux nouveaux métiers étaient apparus dont elle ignorait l'existence. Emily n'y a pas réfléchi à deux fois et a accepté l'accord, après quoi l'assistante lui a remis une carte bancaire de 6 millions de yuan. La carte était noire et plaquée or. Mais soudain, le commerçant réalisa que l'argent devait lui appartenir. Il s'est précipité vers Emily, lui criant qu'il ne lui vendrait pas la pièce et exigeant qu'elle la restitue. Emily s'attendait à ce que cela se produise. D'un puissant coup de pied dans le ventre, elle le projeta de plusieurs mètres sur le côté. Le commerçant gisait au sol, inconscient. Emily prit la carte bancaire et remercia Logan pour l'affaire. Le commerçant, qui reprit ses esprits, se tourna vers l'administrateur du marché souterrain et lui demanda de l'aider à restituer l'article qu'il avait lui-même vendu. Mais les règles du marché clandestin étaient en vigueur et le gérant a ordonné que ce commerçant soit expulsé sans droit à sa réintégration, après quoi le gérant s'est approché d'Emily et lui a demandé de s'excuser pour la gêne occasionnée. À ce moment-là, Liam observait ce qui se passait avec le barman, qui disait qu'Emily était très féroce. Mais Liam ne le pensait pas, il ne voyait que de la douceur, de la tendresse et de la sincérité chez Emily. Le barman lui demanda pourquoi Liam ne se précipitait pas à son secours. Liam a regardé le barman et a dit qu'il serait gênant de se revoir alors qu'il lui avait déjà dit bonne nuit il y a 2 heures, après quoi Liam a laissé le barman dehors et est parti seul. De l'autre côté de la ruelle, Steve marchait avec Logan dans un marché souterrain. Steve était contrarié qu'ils aient gaspillé 6 millions de dollars, mais Logan a insisté sur le contraire, car il voyait une petite fille tellement drôle. Alors que Steve était sur le point de poser à nouveau la question, il vit que le vieil homme attrapa soudain sa poitrine avec sa main, frissonna et commença à tomber. Steve ne s'attendait pas à ce que l'état de Logan s'aggrave soudainement, il a récemment subi une intervention chirurgicale, bien que le maître ait survécu, mais les problèmes subsistaient. Steve transpirait d'anxiété, les mains tremblantes, il essaya d'obtenir le médicament, mais en vain. Alors que la panique était sur le point de prendre le dessus sur lui, une voix vint derrière lui. Emily a dit qu'il devrait le mettre sur le dos pour qu'il puisse mieux respirer. Emily s'approcha d'eux, s'accroupit, posa sa main sur le pouls de Logan et fronça les sourcils. En voyant le comportement de la fille, Steve a finalement repris ses esprits, il était choqué et en colère, criant de ne pas toucher. Si quelque chose ne va pas, personne ne peut en assumer la responsabilité, il voulait lui frapper la main, mais il la manqua et toucha le sol. Steve soupira et devint encore plus en colère, et lui demanda immédiatement ce qu'elle voulait faire.
Emily le regarda calmement et dit qu'elle voulait juste sauver l'homme. Steve contrôla sa colère et commença à appeler, leur disant où il se trouvait et la nécessité de se dépêcher. Après avoir raccroché, il se tourna vers Emily, mais avant de pouvoir commencer à parler, il a entendu la jeune fille dire que l'arythmie, la douleur dans la région précordiale s'intensifiait et se propageait à l'épaule gauche et à l'abdomen, que le tabagisme provoquait un assombrissement des poumons et que les blocages dans les voies respiratoires n'étaient pas complètement éliminés. À la fin, Emily a levé les yeux et a dit que de minuit à 8 heures du matin est la période de pointe, il a été opéré il y a un mois, il n'aurait pas dû sortir. Steve a été choqué, car elle avait tout à fait raison, elle a posé un diagnostic absolument précis, indiquant même l'heure exacte de l'opération. Emily a demandé des aiguilles en argent, Steve ne s'était pas encore remis du choc lorsqu'il entendit à nouveau la voix douce de la fille. Steve n'eut pas le temps de réfléchir à la façon dont elle savait qu'il avait des aiguilles en argent avec lui, mais lui tendit simplement la boîte à la hâte. Emily ouvrit la boîte et prit cette aiguille en argent à la fois, regardant Steve ne put s'empêcher de lui rappeler de n'en utiliser pas plus de 4 à la fois. Lorsque Miss Meng du monde de la médecine ancienne soignait le maître, elle ne pouvait utiliser que 4 aiguilles en argent à la fois. Steve s'y est intéressé et a appris que dans le monde de la médecine ancienne, il n'y a pratiquement personne qui puisse utiliser cette aiguille en argent, aiguille en même temps. Si vous y réfléchissez, comment pouvez-vous manipuler cette aiguille en argent avec une seule paire de mains? Mais dans la seconde suivante, le visage de Steve s'étira et ses yeux s'écarquillèrent involontairement, devant ses yeux, cette aiguille argentée, une par une, avec des mouvements flous, frappèrent les points d'acupuncture avec une vitesse incroyable. Steve essaya de saisir la position des aiguilles, mais avec crainte, il découvrit qu'il ne pouvait pas le faire. Après qu'Emily ait fini avec le dernier point d'acupuncture, Logan menteur a finalement poussé un soupir de soulagement, et son teint est à nouveau passé du bleu à une teinte rosée. L'ensemble du processus de traitement a pris moins d'une minute. Emily a récupéré les aiguilles en argent et les a rendues à la boîte, après quoi elle se leva, mit sa main dans sa poche et dit paresseusement qu'elle avait fini. Steve était toujours hébété, mais maintenant il était vraiment sous le choc. Même Miss Mann est généralement épuisée après le traitement de Logan. Ayant un peu repris ses esprits, Logan se releva lentement avec l'aide de Steve, s'éclaircissant la gorge encore quelques fois, le visage devint sérieux, mais ses yeux cachaient une tendresse cachée et la voix semblait apaisante. Logan a dit que la fille lui avait sauvé la vie et lui a demandé si elle avait besoin de quelque chose. Beaucoup de temps s'était écoulé depuis qu'Emily avait traité quelqu'un, mais ses capacités sont restées au même niveau. À l'avenir, si de l'argent est nécessaire, cette entreprise pourra pour la nourrir. En remerciement, Logan a sorti un pendentif en jade et a dit sérieusement que si Emily avait des problèmes avec la justice, il l'aiderait certainement. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est la promesse du patriarche de la famille Mu. Emily ne voulait rien prendre, mais quand elle a vu le mot Mu sur le pendentif en jade, ses yeux se sont plissés un instant, elle s'est souvenue de quelque chose et toujours d'accord. Logan en était satisfait, il rit et demanda le nom de la fille. Il pensait qu'il était rare de rencontrer une petite fille aussi agréable à regarder, donc ça valait la peine de mieux la connaître. Emily a dit que son nom de famille est Ying. Logan a immédiatement pensé à la famille Ying, l'une des 4 plus grandes familles de Shanghai, puis Logan l'a invité à se rendre ensemble dans la capitale impériale, mais Emily a dit que cela ne l'intéressait pas pour le moment, acquiesça poliment et partit. Logan a regretté qu'elle ne soit pas la fille de sa famille et a en même temps dit à son assistante qu'il restait encore quelques jours. C'était tôt le matin dehors, agréable à l'œil avec ses rayons. Le chaud soleil de midi brillait, les nuages flottaient au loin dans le ciel bleu comme des oiseaux blancs, de tels moments de paix et de tranquillité étaient rares. Emily dormait toujours dans son lit et n'entendit pas du tout le téléphone sonner. Mais le téléphone n'arrêtait pas de sonner, et elle se réveillait encore pour voir qui voulait avec tant d'insistance l'entendre. En décrochant le téléphone, elle vit que c'était Liam qui appelait. Dès qu'elle a décroché le téléphone, Liam lui a immédiatement demandé si elle dormait, ce à quoi elle a répondu qu'elle venait de se réveiller. Prenant une profonde inspiration, Liam lui a demandé ce qu'elle faisait hier, car elle ressemblait à un chaton nouveau-né, comme si elle avait été éveillée toute la nuit. Avant de répondre, Emily réfléchit un peu et dit qu'elle s'était couchée à 4 heures, qu'elle faisait des recherches sur les nouvelles technologies du XXIe siècle et qu'elle avait trouvé quelque chose appelé web drama. Au final, elle a passé 3 bonnes heures à le regarder. L'intrigue était extrêmement sanglante, mais assez intéressante. Dans sa vieillesse, elle aurait certainement quelque chose à faire. Liam d'une voix grave, et si elle se couche tard, elle deviendra chauve et laide. Emily bâilla, sans vraiment réfléchir, répondit qu'elle avait beaucoup de cheveux et qu'elle était naturellement belle. Il fut confus un instant, puis il rit. Liam a finalement arrêté de rire, a pris une profonde inspiration et a dit qu'il était déjà un vieil homme, donc s'il ne dormait pas assez, son dos commençait à lui faire mal.
Émilie a tenu l'élastique entre ses dents, a levé sa main gauche libre et a rassemblé ses longs cheveux, et a dit que Liam souffrait d'insuffisance rénale et que s'il le voulait, elle pourrait le guérir. Liam s'est intéressé et a répondu que le bébé s'avère très fort, en plus de la divination, elle comprend également la médecine ancienne, mais où a-t-elle appris tout cela, et a dit qu'elle devait absolument lui montrer la griffe d'os blanc. Émilie resta silencieuse pendant un moment, puis demanda ce qu'était la griffe d'os blanc. Il a commencé à expliquer paresseusement qu'il s'agissait d'une histoire d'arts martiaux incomparable, a réfléchi Liam pendant un moment, puis a souri et a dit « Comment casser la tête d'une personne avec sa paume, il y a trop de cruauté pour de si jeunes filles ». La jeune fille a retiré le téléphone de son oreille et a ouvert Twitter pour consulter la liste des nouvelles, elle a toujours tout appris rapidement. En plus des tags Chloé Rehab, qui ont pris la première place, un nouveau est apparu, qui s'est progressivement hissé au sommet du classement et atteindra certainement le sommet dans un avenir proche. Fille adoptive ingrate de la famille Ying, à cause de cette recherche fervente, de plus en plus de personnes lui écrivaient des messages privés l'informant qu'elle était obligée de donner son sang à Chloé. Elle a remis le téléphone à son oreille et a demandé de ne pas l'appeler une enfant. Émilie a bu une gorgée d'eau, a tourné la tête et a regardé par la fenêtre. Une Maserati s'est arrêtée derrière les portes en fer, d'où est sortie sa grand-mère Emma. Liam dit qu'il attendait qu'elle guérisse son insuffisance rénale, mais Émilie pensait déjà à autre chose, elle éteignit son téléphone et le mit indifféremment dans sa poche. La porte de la maison s'ouvrit, une douce voix féminine retentit, dans laquelle se glissèrent des notes de surprise. « Belle fille, tu n'as pas encore mangé ?» Becca se retourna et se figea un instant, elle ne s'attendait pas à la voir la mère de mon mari ici avec Chloé. Le cœur de Becky battait plus vite et elle s'est précipitée, elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que sa mère vienne, donc elle ne s'est pas préparée correctement. Pendant longtemps, Emma a emménagé dans son propre appartement et n'a pas vécu dans la maison de son fils, pour ne pas les gêner par sa présence, et Chloé a vécu avec elle, puisque l'appartement était en centre-ville. La vieille Emma a dit qu'elle partirait dès qu'elle aurait réglé le problème et a dit d'appeler Émilie. Il était clair d'après son ton qu'elle n'était pas satisfaite de son comportement, ce dont Chloé lui a clairement parlé. Becca a dit à Chloé de rester avec sa grand-mère pendant qu'elle allait appeler Émilie. En entendant cela, la vieille dame Ying s'est mise en colère, elle a frappé le sol avec sa canne et, en souriant, a déclaré qu'une telle chose n'arriverait pas. Émilie a créé des problèmes, et ils ont également dû la suivre lorsque c'est dans la famille Ying que le noir et le blanc ont commencé à se confondre. Émilie apparut lentement en haut des escaliers, elle releva la tête et regarda autour de lui, comme si elle n'était pas du tout surprise par la présence de 3 personnes, elle demanda ce qui se passait. Cette indifférence a mis Becca en colère. Elle a demandé si elle allait dire bonjour à grand-mère. « Pas besoin, » dit Emma, elle leva la main et dit qu'elle n'avait qu'une seule petite fille, elle s'appelle Chloé, et cette fille adoptive n'est personne après tout ce qu'elle a fait pour elle. Émilie hocha légèrement la tête et, sans perdre son sang-froid, répondit paresseusement qu'elle n'avait pas l'habitude de renier ses proches avec autant de désinvolture. La vieille Emma a encore frappé sa canne sur le sol et a presque sauté de son siège, elle avait l'intention d'embarrasser sa fille adoptive, mais soudain elle s'est embarrassée elle-même. Becca est devenue encore plus en colère et a tendu la main pour frapper la fille. Mais Emma l'a arrêtée, elle a dit qu'elle ne devrait pas la frapper, peu importe à quel point elle le méritait. Mais en même temps, Emma a demandé des excuses à Émilie pour son comportement grossier et impoli. Émilie leva les yeux, la regarda paresseusement et dit qu'elle ne ferait pas ça, car ils n'étaient même pas liés. « Génial », dit la vieille dame Ying tout aussi indifféremment, mais aujourd'hui elle n'est pas venue ici pour punir Émilie, laissez-la répondre pourquoi elle a poussé Chloé ce jour-là au banquet, peut-être qu'elle pense que sans Chloé, elle peut devenir la maîtresse de la famille. C'était une accusation directe. En un instant l'expression de Chloé changea radicalement et elle paniqua, elle se tourna vers sa grand-mère et lui dit qu'elle ne devait pas croire les rumeurs. Becca a également défendu Émilie parce que rien de tout cela n'a été prouvé et pourquoi blâme-t-elle directement Émilie pour cela. Grand-mère a dit que ce n'était en réalité qu'une supposition, mais le fait qu'Émilie ait essayé de séduire Austin était un fait indéniable, et comment ose-t-il défendre Émilie après cela? Après ces mots, les visages de Chloé et Becky ont changé, car en fait, ils pouvaient je ne discute pas avec ça. Becca, même si elle a essayé d'une manière ou d'une autre de protéger Émilie, elle a parfaitement compris que cette accusation était objective, après quoi elle s'est approchée d'elle et lui a dit qu'elle devrait vraiment s'excuser pour au moins cela. Émilie se tenait appuyée contre la porte, ses longues jambes légèrement pliées, lorsqu'elle entendit cela, elle releva légèrement la tête et demanda s'il pensait vraiment qu'elle était aveugle. Voyant qu'Émilie était bouleversée, la vieille Emma montra les dents avec colère et dit qu'Émilie elle venait d'une petite ville de province et est devenue si vulgaire qu'il est difficile d'imaginer ce qu'elle pourrait faire d'autre. Les doigts de Becky tremblaient, elle n'avait jamais été aussi gênée auparavant,
et de plus, sa propre fille l'avait mise dans une position aussi embarrassante. Finalement, elle n'en pouvait plus et se pencha en avant, juste au moment où Becca était sur le point de gifler Emily au visage, une douce voix féminine résonna soudain dans le salon calme. « Emily, va dans la chambre 1801 du Queen Centre Hotel et attends-moi, je t'ai préparé des produits de bain et des vêtements neufs, après avoir pris une douche, tu pourras te promener avec ta sœur le long du quai. » Becca a été prise au dépourvu et sa main giflante est restée en l'air lorsqu'ils ont réalisé que c'était la voix de Chloé. Ennuyée, Emily jeta son téléphone portable et éteignit l'enregistrement. La nouvelle technologie du 21e siècle est vraiment bonne, ce téléphone enregistrera automatiquement chaque conversation téléphonique, donc je n'ai même pas à faire d'effort. La vieille Emma est soudainement devenue embarrassée, son visage s'est figé, est devenu un peu bleu pendant un moment, puis est devenu rouge, en pensant aux mots qu'elle a dit plus tôt et à l'enregistrement qu'elle a entendu, elle avait hâte de trouver un trou dans lequel s'enterrer. Chloé a réagi rapidement, elle a baissé les yeux et a murmuré que c'était de sa faute, elle a juste oublié qu'elle avait demandé à Emily de venir, elle ne s'attendait pas à ce qu'Austin revienne à ce moment-là. À ce moment-là, le majordome qui consultait Twitter a soudainement dit « Madame, ce n'est pas bon, quelqu'un a posté une vidéo de ce banquet. » A demandé Becca, elle a été stupéfaite et a demandé de toute urgence à voir la vidéo. « La vidéo est bonne, » dit la vieille Emma en souriant, « maintenant que toutes les preuves sont devant nous, il n'y aura plus de place pour les mensonges. » Butler posa précipitamment le téléphone devant la vieille Emma et Becca. Chloé a semblé réaliser quelque chose, son expression a légèrement changé, elle a voulu arrêter l'enregistrement, mais la vidéo a commencé à jouer automatiquement et il était trop tard pour essayer de l'éteindre. À l'écran, Chloé descendait gracieusement les escaliers. À mi-chemin, son pied droit toucha le bord de sa jupe. Elle a attrapé d'une main Emily, qui marchait derrière elle. Mais elle ne parvenait toujours pas à tenir et tomba, et Emily réussit à attraper les escaliers. Personne, évidemment, ne s'attendait à voir un tel résultat de la vidéo, surtout Emma était impatiente d'accuser Emily d'au moins quelque chose, mais maintenant il était clair qu'Emily n'était coupable de rien, et cette courte vidéo de moins de 20 secondes était postée en haut des demandes chaudes. Cette vidéo était comme une forte gifle à la fois pour Becca et la vieille Emma, montrant tout ce qui s'était passé, le sang coulait sur le visage de Chloé, elle avait tellement honte, ses lèvres retroussées et sa voix était rauque. À ce moment, même la vieille Emma ne savait pas quoi dire, elle voulait se débarrasser de son embarras et retrouver un peu de confiance, mais qui pouvait savoir que maintenant elle était encore plus embarrassée. Le trait familial de la famille Ying consistant à calomnier les gens semble être hérité de l'histoire d'Emily, elle a enlevé l'un des écouteurs et a ajouté avec désinvolture « Bravo, continuez votre bon travail ». En une phrase, elle les gifla à nouveau, le visage de la vieille Emma devint violet, sa respiration devint irrégulière, elle était visiblement extrêmement en colère, mais la jeune fille avait déjà poussé la porte et quitté la pièce alors que personne ne faisait attention à elle. Becca secoua la tête et sourit doucement, elle réfléchissait trop, même si Emily part aujourd'hui, elle reviendra quand même, après tout, la famille Ying est sa maison, où elle peut toujours aller. Appartement d'une pièce en centre-ville. Liam tenait dans ses mains un verre de thé chaud au bail de goji et aux dattes. Un bip retentit dans ses oreilles, il tourna la tête et regarda son ordinateur soudainement sombre, haussa les sourcils et tapota plusieurs fois sur le clavier. Une ligne de mots rouges vifs est rapidement apparue sur l'écran sombre, une question y était écrite, « Pour qui avez-vous fait ça ?» Liam posa la tasse, pinça les lèvres, puis tapa qu'il voulait la gâter. L'écran est resté inchangé pendant une dizaine de secondes avant qu'une autre ligne de mots n'apparaisse dessus. Quelqu'un m'a demandé de me renseigner sur vous. Toutes sur la liste des chasseurs, j'espère que vous vivrez assez longtemps pour nous voir. Les cils de Liam papillonnèrent et il rit légèrement. Liam regarda attentivement les dossiers, mais ne les ouvrit pas, après quoi il éteignit l'ordinateur, se leva la main pour regarder l'heure et sortit. C'est le 15e jour du premier mois lunaire, les rues étaient remplies de vendeurs de lanternes, le soleil à 12h30 était brillant, mais pas aveuglant, mais donnant une chaleur agréable. Emily tourna la tête et haussa les sourcils en direction de plusieurs enfants qui sautaient à la corde. Elle était habituée aux journées remplies de batailles et de meurtres, et soudain tout devint si calme que tout lui parut irréel. Elle mit ses mains dans ses poches, s'appuyant paresseusement contre la balustrade, regarda le paysage qui s'ouvrait, parcourant ses souvenirs. De façon inattendue, il y a un an, le chef de la famille Ying l'a choisi et l'a invité à se rendre à Shanghai pour parrainer ses études universitaires. Elle n'en voulait pas vraiment à l'époque parce que son père Tom souffrait d'asthme chronique et avait besoin de soins, mais ce jour-là, il a dit à Emily qu'il avait été comme ça toute sa vie et qu'il ne pouvait pas y changer, alors il espérait qu'au moins elle pourra changer son avenir pour le mieux. Mais personne ne s'attendait à ce que cela aboutisse à un tel résultat. Au début,
Grand-mère Emma et Becca la traitaient plutôt bien, mais cela n'a pas duré longtemps jusqu'à ce que Chloé soit blessée pour la première fois. Émilie réfléchit un instant, prit son téléphone portable et commença à chercher sur la carte la pharmacie de médecine chinoise la plus proche. 30 minutes plus tard, elle y arriva. Dès qu'Émilie est descendue du taxi, elle a senti un léger arôme d'herbe médicinale, qui a légèrement calmé son cœur, agité à cause du manque de sommeil la nuit. Émilie est entrée dans la banque, il y avait peu de monde pendant la journée, et les guichets de service étaient presque tous vides. La jeune fille était vêtue d'une simple chemise noire avec des boutons soigneusement boutonnés, un manteau kaki, un pantalon noir et des bottes Martin, et ses cheveux étaient tirés en queue de cheval. Réservée et indifférente, son apparence était si remarquable que les passants ne pouvaient s'empêcher de regarder en arrière. La jeune fille bâilla et se dirigea lentement vers le comptoir, les yeux du phénix étaient voilés de brume et sa peau blanche comme la porcelaine brillait comme le clair de lune. La caissière rougit et détourna rapidement le regard. Elle a demandé de retirer $2000 et de transférer 1 million sur une autre carte, et a également demandé combien de temps l'argent était conservé à la banque, ce à quoi on lui a répondu que le stockage était indéfini. Émilie hocha la tête, s'appuya en arrière sur sa chaise et bâilla avec lassitude, pensant qu'elle pourrait peut-être récupérer son or. En face de la banque se trouve une pharmacie de médecine chinoise. Noah était assis à la caisse en train de faire ses devoirs. Après beaucoup d'efforts, il n'arrivait toujours pas à trouver la réponse à la dernière question et jeta le livre avec un air hébété. Le jeune homme se leva et était sur le point de trouver quelque chose à manger, mais lorsqu'il leva les yeux, une silhouette derrière lui attira son attention. Il a appelé sa sœur et lui a suggéré qu'Émilie marchait dans la rue, mais qu'elle était pauvre. Que pouvait-elle faire dans une telle banque et où pourrait-elle avoir de l'argent? La sœur de Noah était la même Dr Eva. À ce moment-là, elle était occupée à dresser une liste et n'a jeté un coup d'œil à la fille qu'accidentellement lorsqu'elle a entendu ces mots, après quoi son visage s'est assombri. Noah a rappelé à sa sœur qu'il n'y a pas si longtemps Émilie l'avait fait rougir. Eva a souri, parce qu'elle était sûre qu'Émilie n'était qu'une garce médiocre et arrogante, et pensait-elle vraiment qu'un médecin comme Eva voudrait la soigner? Si Chloé n'avait pas invité Eva, elle n'aurait pas aidé cette fille adoptive. Tom allait s'amuser un peu, mais quand il vit la fille sortir de la banque et se diriger vers eux, il ne put s'empêcher d'être surpris, et Eva regarda elle avec intérêt. Tom a demandé à sa sœur pourquoi cette fille allait dans leur pharmacie. Cette pharmacie vend exclusivement des médicaments traditionnels chinois. En règle générale, les commandes proviennent uniquement des hôpitaux et il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Eva a souri et a dit qu'il ne lui vendrait rien. Elle détestait cette fille adoptive de la famille Ying, surtout après ce qui s'est passé hier, pensa Eva, rassembla ses pensées et tira Tom et l'invita à la surveiller pendant un moment quand elle entra. Elle était déjà entrée dans la pharmacie, et habituellement Émilie cache sa tête et baisse les yeux, mais Tom ne comprenait pas pourquoi il se cachait d'elle maintenant, ce à quoi le docteur Eva a répondu qu'il verrait si elle avait assez d'argent pour les médicaments. Eva et Tom regardèrent l'écran de l'ordinateur, qui diffusait la vidéo des caméras de la salle des marchés. Maquillage simple, lèvres légères sans aucune trace de rouge à lèvres, mais c'était si difficile de quitter des yeux cette fille. Une paire des yeux de phénix profond était noire, comme un abîme sans fond, et il semblait qu'ils aspireraient facilement tous ceux qui regardaient là. Le cœur de Tom a tremblé, il a demandé à sa sœur, elle ne sait pas qu'elle est surveillée. Eva a ri et a dit qu'elle ne pouvait pas prédire cela. Émilie n'est pas une diseuse de bonne aventure. Émilie regarda les herbes chinoises sur l'étagère, perdue dans ses pensées. Beaucoup d'herbes n'existent plus et il est difficile de trouver une alternative. Émilie regarda autour d'elle et découvrit qu'elle avait surestimé la qualité des matières médicinales ici. D'après les odeurs qui s'infiltraient à travers les planches de bois, elle réalisa que ces herbes n'avaient pas plus de 20 ans. Le caissier a demandé à la jeune fille ce qu'elle cherchait et lui a proposé de l'aider à trouver des médicaments. Émilie a énuméré 30 médicaments et a ajouté qu'il en fallait 10 de chaque. Ensuite, la caissière a dit que c'était beaucoup et qu'elle devait d'abord signer le chèque. Dans le microphone, Eva a dit à la caissière de dire le montant de 500 000, ce qui était presque 10 fois plus cher que le prix moyen du marché. Mais Émilie n'en fut pas gênée et elle demanda au caissier de lui remettre le chèque pour qu'elle puisse le signer. La caissière a reçu l'approbation d'Eva, car il gagnerait beaucoup si Émilie leur payait ce montant. La caissière a rapidement imprimé le reçu et l'a remis à Émilie, mais au lieu de signer, elle a sorti son téléphone et a commencé à appeler. Au téléphone, elle a dit qu'elle voulait déposer une plainte selon laquelle la pharmacie numéro 148 sur South Road vendait des médicaments chinois à un prix 10 fois supérieur au prix du marché. Eva était abasourdie, elle n'arrivait pas à croire que cette fille adoptive ait osé appeler pour porter plainte. Elle a paniqué, s'est enfuie dans le couloir et a attaqué la jeune fille. Émilie leva calmement les yeux, même si elle était effrayée par le regard qu'elle lui lançait, mais elle continua quand même sévèrement. « Comment oses-tu te plaindre ?» Elle a commencé à menacer Émilie, qu'elle appellerait immédiatement sa mère,
qui la remettrait certainement à sa place. Elle a même sorti le téléphone et s'attendait à ce que la fille tombe à genoux et la supplie de ne pas le faire. Emily vient de bâiller, somnolente. Eva se précipita, dans un accès de colère, leva la main, voulant frapper la fille au visage, mais dès qu'elle se balança, sa main fut interceptée. Emily haussa légèrement les sourcils lorsqu'un bruit aigu de craquement d'os se fit entendre. Eve ressentit de la douleur, incapable de résister, tomba avec fracas sur le comptoir. Emily mit ses mains dans ses poches sans aucune expression sur son visage. Eva inspira de douleur, releva la tête et était sur le point de crier après la jeune fille, mais elle vit un homme debout dans l'embrasure de la porte et pâlit soudain. L'homme s'appuya paresseusement contre la porte, ses longues jambes légèrement pliées, son visage indifférent, mais les mots qu'il prononça lui donnèrent froid. C'était Liam, et il a dit que la famille Ying n'ose pas, mais il ose. Son apparence était comme le premier rayon de lumière éblouissant traversant l'obscurité de l'aube. Emily fut même confuse pendant un moment. Eve se tendit et sourit à contre-séure. Elle demanda pourquoi Liam était venu sans avertissement, mais Liam elle l'ignora. Emily reprit ses esprits et releva la tête. À ce moment le corps de l'homme se pencha légèrement, et une légère odeur de bois d'agar se répandit de ses vêtements, mélangée à son souffle, séduisant et excitant, ses yeux pêches profonds et passionnés, remplis de tendresse, vous regardant sérieusement, capable de noyer n'importe qui. Que se passe-t-il lorsque la fille adoptive de la famille Ying a rencontré le 7e jeune maître de la famille Fu, sans parler de la famille Eva? Même la famille Ying respecte la famille Fu. Eva se mordit la lèvre, se souvenant à nouveau des paroles précédentes de l'homme, et la panique s'est intensifiée. Liam a regardé Eve et lui a demandé si sa famille manquait vraiment d'argent. Eve a été surprise et ne savait pas quoi répondre. Juste au moment où elle réfléchissait, Liam a décroché le téléphone et a passé un appel. Liam a appelé le père d'Eva et lui a dit qu'une commande importante de sa famille avait été annulée, à la pharmacie. Eva a également entendu cela, ses yeux se sont écarquillés. Liam a raccroché le téléphone et a tourné la tête, les mains et les pieds d'Eve sont devenus froids et ses lèvres ont tremblé. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas du tout à cela, elle voulait juste donner une leçon au beau-fils de la famille Ying, mais à cause de cela, sa famille a perdu de manière inattendue une commande de plusieurs millions de dollars. Sa famille n'était pas riche et la perte de cette commande nous affecterait grandement. Eva ne pouvait pas prononcer un mot, tout ce qu'elle pouvait faire était de regarder la fille avec les dents serrées, car tout cela était à cause d'elle. Si elle n'était pas venue ici pour les herbes, un tel désastre ne serait pas arrivé à sa famille. Peut-être que ça suffit, a demandé Tom, qui est sorti de l'entrepôt. Il est sorti et a continué avec un visage calme, parce que rien de grave ne s'est produit. Pourquoi faire tant d'histoires? C'est juste une blague, et tu n'as rien perdu, je te le promets, que je ferai le calcul pour vous et que nous clôturerons ce problème. Emily leva les yeux et sentit que cet homme lui semblait familier. Elle lui demanda qui il était. Le visage de Tom devint bleu, il ne s'attendait pas du tout à une telle réponse, car ils étaient camarades de classe depuis tout un semestre. Comment pouvait-elle l'oublier et pourquoi faisait-elle semblant? Tom rit froidement et dit que ses notes étaient les pires de leur classe. Si elle n'améliorait pas ses performances, elle serait expulsée. Emily regarda Tom à nouveau, mais ne se souvenait toujours pas de qui il était, mais elle se souvenait d'autre chose. Le lycée dispose de classes d'élite composées des 50 meilleurs élèves de l'école, donc après chaque examen, la composition de chaque classe d'élite change. Emily leva la main et tapota doucement le bureau de la caissière et lui dit d'emballer les médicaments et de les envoyer à l'hôtel d'en face. La caissière a commencé à vérifier la liste à la hâte. Malheureusement, il a été impossible d'obtenir l'argent. Ce n'est qu'une employée mineure qui ne peut se permettre d'offenser qui que ce soit. En moins de 10 minutes, les sachets d'herbe étaient prêts, et Eve, au visage pâle comme la mort, ne pouvait que regarder les employés de sa pharmacie chasser les gens qu'elle détestait. Ils étaient allés trop loin. Tom claqua amèrement la table. Dans quelques jours, quand l'école reprendrait, il lui ferait regretter. Eve secoua la tête, et alors qu'elle était sur le point de tout dire à Chloé, son père l'appela. Dès qu'elle ouvrit la bouche, un rugissement sortit du téléphone. Le père a dit que sa fille était inutile et a exigé qu'elle vienne le voir. Dans une chambre d'hôtel. En regardant les herbes médicinales étalées sur le sol, Liam était sur le point de parler. Mais il a vu la jeune fille sortir lentement une cocotte-minute électrique de son sac à dos. Emily posa son menton d'une main et ramassa un bouquet d'herbes de l'autre, le pesant plusieurs fois avant de le jeter dans la cocotte-minute. Elle n'a pas le temps de fabriquer son propre four, alors elle a décidé d'utiliser celui-ci. Hier, avant de quitter le marché souterrain, elle a également acheté quelques morceaux de jade. Liam leva ses longs cils, sourit et lui demanda comment elle allait le remercier. Emily ferma le couvercle, appuya sur le bouton de démarrage et dit avec désinvolture qu'elle le garderait éveillé toute la nuit. L'expression de Liam se figea, ses yeux pêches se plissèrent, mais le sourire ne disparut pas, sa voix était douce,
mais il y avait un sentiment de danger, il dit qu'il avait une question à lui poser. Emily a écrasé le jade et a versé la poudre sur le sol, ce qui lui a appris tout cela, ce à quoi Emily a répondu qu'elle avait tout appris elle-même. Il était une fois, elle lisait beaucoup et se souvenait bien de ce qu'il fallait faire et comment le faire correctement. Après s'être regardé pendant quelques secondes, l'homme a plié les doigts et a tapoté la jeune fille sur le front et lui a dit qu'à l'avenir, il lui interdirait de lire de tels livres. « Tu ne peux pas », dit Emily en baissant la tête et en jouant avec la cocotte-minute électrique, ce ne serait pas amusant du tout. Elle comptait acheter encore quelques romans de cette époque pour soulager son ennui. Liam lui a alors demandé s'il pouvait l'inviter à dîner, mais elle a répondu qu'il ne pouvait pas le faire. Liam regarda le regard épuisé de la jeune fille, l'expression de son visage n'était pas feinte, il devint clair qu'elle était vraiment très fatiguée, et cela ne voulait rien dire d'autre. À ce moment-là, le téléphone sonna soudainement, Liam regarda Emily, s'assurant qu'elle ne ferait rien exploser, se leva et quitta la pièce pour répondre à l'appel. Mason l'a appelé et l'a invité à se détendre au bar, mais il a dit que pour l'instant il était avec Emily et n'irait nulle part, après quoi il a raccroché, mais cela a indigné Mason, car Emily était encore très petite. 3 heures plus tard, la cocotte-minute électrique a fait du bruit. Les pilules vert foncé résultantes n'étaient pas nombreuses, seulement 50 morceaux, elle les mit dans un flacon de médicaments qu'elle avait acheté à l'avance, nettoya les dégâts sur le sol et les tendit à Liam. Emily ne s'attendait pas à ce qu'il attende dehors, alors elle a été surprise et lui a demandé pourquoi il n'était pas entré, ce à quoi il a répondu qu'il avait peur de la distraire. Emily lui a tendu la bouteille et lui a dit que ce n'était pas seulement pour les reins, les maladies, il soigne aussi le foie et l'estomac. Emily ramassa son sac et l'accrocha sur son épaule. Même si Liam était très intéressé, il rangea le flacon de médicaments et lui demanda si elle voulait aller dîner avec lui. Mais Emily a déclaré qu'il ne pourrait dîner que dans quelques jours, à son retour à Shanghai, car elle quittait actuellement la ville. À cette heure du soir, il faisait déjà complètement noir et des feux d'artifice brillaient de temps en temps dans le ciel nocturne. Tom sortit de la farine du vieux réfrigérateur et dès qu'il s'approcha de la table, il toussa brusquement. Il a fallu un certain temps pour que la toux s'arrête, juste au moment où il était sur le point de faire bouillir l'eau, on a frappé à la porte. Tom s'essuya les mains et toussa encore quelques fois avant de partir. Il a demandé qui était là, car il était déjà très tard. Il ouvrit la porte, regarda l'invité et fut confus. Une fille se tenait sous les combles, et le faible clair de lune tombait sur ses cheveux noirs, lui donnant l'impression d'être tissé dans le brouillard et complètement irréel. Bien qu'il n'ait pas vu sa fille depuis un an, son visage n'avait pas changé du tout. Emily lui prit la main et l'aida à entrer, en faisant attention à ne pas tomber. Elle tâta discrètement son pouls. L'état de Tom est pire qu'elle ne le pensait, des années de dur labeur l'ont complètement endommagé. Il fut surpris, et avant de lui saisir la main, son ton devint insistant et sévère, lui demandant immédiatement pourquoi elle revenait de la maison de la famille Ying. Il regarda la jeune fille de haut en bas avec une expression plus sérieuse sur le visage et lui demanda si ces gens se moquaient d'elle. Une question courante, mais elle peut facilement aller droit au cœur, provoquant un inconfort. Les doigts d'Emily se tendirent. Elle a dit que tout allait bien, mais qu'elle était libre aujourd'hui et qu'elle pouvait venir rendre visite à son père. Tom a alors abandonné ses pensées, a tourné la tête, s'est frotté les yeux et a essayé de calmer sa respiration. Il n'arrivait toujours pas à contrôler ses émotions et sa voix tremblait. Il a dit qu'elle pouvait toujours revenir vers lui. Dès qu'il a dit ça, ça a sonné à l'extérieur de la cour. « Papa, je suis revenu, j'ai acheté de la viande, on peut la cuisiner. » En voyant la fille, la voix s'est brusquement calmée. Un gars aux larges épaules et aux longues jambes se tenait dans l'embrasure de la porte, mais ses yeux se sont progressivement remplis de froideur. Pendant quelques secondes, le jeune homme se figea, puis se retourna brusquement et s'enfuit. Tom a été pris par surprise, il éleva la voix et lui cria pourquoi il s'enfuyait. Mais le garçon avait déjà disparu sans laisser de traces. Tom s'est mis en colère et n'a de nouveau pas pu retenir sa toux. Il a demandé à Emily pourquoi. Dès son retour, son frère Sam s'est enfui. Emily lui tapota le dos et le conduisit à l'intérieur de la maison. Elle réalisa que les médicaments qu'elle emportait avec elle seraient trop peu, alors elle prit son sac à dos et partit. En regardant la fille reculer, Tom soupira doucement, son humeur était très difficile et ses yeux redevinrent rouges. Quand Emily a trouvé Sam, il se tenait seul au bord de la rivière et regardait silencieusement les feux d'artifice au loin, ses yeux étaient noirs et il n'y avait aucune émotion en eux. La nuit était sombre, le vent soufflait en rafale et il y avait une fine couche de glace sur la rivière, reflétant la pleine lune. Lorsqu'Emily s'approcha, elle sortit une sucette de sa poche et la lui tendit en disant qu'elle avait un goût de pêche. Tom n'a pas répondu ni même bougé, il a ri, mais son rire était très froid, il pensait qu'il ne reverrait plus jamais Emily, et a demandé pourquoi elle était revenue. Mais même après avoir attendu 10 minutes, il n'entendit pas de réponse. Le jeune homme tourna la tête,
mais ses yeux étaient froids. Finalement, il regarda attentivement sa sœur, son expression changea, elle avait clairement perdu du poids depuis un an, au clair de lune il pouvait voir de minuscules trous sur son bras. Il y en avait tellement qu'il était impossible de les compter, cela n'était peut-être pas très visible, mais à cause du fait que sa peau était d'une blancheur maladive, ils étaient clairement visibles, le jeune homme était choqué. Il a demandé à Émilie si elle était malade, il a regardé sa sœur et lui a dit qu'elle n'était pas venue parce qu'elle était malade. Émilie ne répondit pas, elle sortit à nouveau la sucette, haussa les sourcils et demanda avec un sourire s'il était en colère. En entendant cela, les lèvres de Sam se resserrèrent, d'une main tremblante il prit la sucette, déchirant l'emballage du bonbon, le jeune homme mit le bonbon dans sa bouche et le mâcha en morceaux. Même après tout ce temps, il n'oublierait jamais les visages laids et les paroles de ces personnes qui lui disaient, à lui et à son père, qu'Émilie était la fille de la famille Ying. Ils leur ont donné 100 000 $, et ils ont dit qu'ils ne reverraient plus jamais Émilie. Après cela, la sœur n'est vraiment pas revenue pendant un an entier et n'a même pas appelé, il a attendu et attendu jusqu'à ce qu'il abandonne, maintenant il a compris que la sœur n'était pas venue uniquement à cause de la famille Ying. Il a demandé pardon à sa sœur et a dit qu'il n'aurait pas dû être offensé par elle. En raison de sa maladie mentale, il était très hostile, mais il ne pouvait pas le contrôler, la tête du garçon tombait légèrement et ses doigts se serraient fermement, il essayait très fort de changer et de devenir une personne normale. Émilie a dit qu'elle ne lui en voulait pas et lui a un peu ébouriffé les cheveux. Lorsque la tension entre eux s'est calmée, Sam a dit que la situation de son père empirait ces derniers temps. Émilie réfléchit un instant et lui demanda dans quelle université il voulait aller. Le garçon a déclaré qu'il souhaitait s'inscrire à l'université de la capitale impériale, qui était la première université de Chine, où des milliers d'étudiants souhaitent s'inscrire. En entendant cette réponse, Émilie n'a pas été surprise, avec la capacité de Sam, même avec le manque de ressources pour étudier, il pouvait facilement réussir les examens. Si tu veux y aller, tu le feras, soupira Émilie, car rien n'est impossible. Sam pensait que sœur était devenue un peu différente, elle était silencieuse avant, mais elle n'était pas aussi indifférente qu'elle l'était maintenant, comme si plus rien ne pouvait l'influencer, ce que la famille Ying lui avait fait. Frère et sœur marchaient lentement vers la maison, ils n'avaient pas encore atteint la cour qu'un parfum agréable venait de loin. En ouvrant la porte, Émilie leva les yeux et se figea. Dans la cuisine elle vit une silhouette élancée et familière, la tête de l'homme était baissée et elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il faisait. Son père lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas prévenu qu'elle n'était pas venue seule. Émilie resta silencieuse un moment, puis se frotta la tête et répondit qu'elle l'avait oublié. Liam a regardé hors de la cuisine, révélant la moitié de son corps et a dit qu'il avait décidé de l'accompagner à la dernière minute, c'était inattendu. Émilie leva légèrement les yeux et vit que l'homme portait un tablier avec une photo de Peppa Pig, il demanda à Émilie pourquoi elle le regardait encore si intensément, avait-il vraiment l'air si mauvais. Tom serra les poings, se couvrit les lèvres et toussa plusieurs fois, n'est-ce pas son personnage de dessin animé préféré? Liam haussa ses sourcils broussailleux et regarda le tablier avant de dire qu'il était plutôt mignon. Le visage d'Émilie était inexpressif et elle dit qu'elle n'aimait plus ça. Sam a également regardé la photo de Peppa Pig, ses sourcils se sont contractés, il a dit que sa sœur avait l'habitude d'économiser de l'argent pour acheter un tel jouet, et que si elle ne le serrait pas dans ses bras, elle ne pourrait pas dormir. Père a demandé à Sam pourquoi il s'était enfui quand sa sœur est arrivée, il a voulu répondre, mais s'est arrêté, il ne pouvait pas dire que c'était à cause d'une offense. Émilie est entrée dans la cuisine et a lentement dit qu'il était timide. Tom a été surpris, car lorsqu'il recevait des lettres d'amour, il n'était pas timide, mais lorsque sa sœur est arrivée, il est soudainement devenu timide. Sam a dit que cela ne se reproduirait plus et a demandé qui était leur invité. Le corps idéal d'un homme, mince et droit, même un drôle de tablier ne peut cacher sa noblesse innée, Liam est l'ami d'Émilie, a expliqué Tom, et aujourd'hui il restera avec eux. Au bout d'un moment, ils se retrouvèrent seuls dans la cuisine. Émilie le regarda et lui demanda pourquoi il était là. Quand elle lui a demandé, ses yeux pêches se sont agrandis et il a dit qu'elle ne voulait pas qu'il vienne avec elle. Elle leva la main pour prendre la farine de la main de Liam, mais comme il se retourna à ce moment-là, ses doigts froids touchèrent accidentellement ses lèvres. Le contact soudain les stupéfia tous les deux, Émilie retira sa main en premier, son expression ne changea pas, mais ses doigts étaient encore chauds, la petite cuisine était remplie de l'odeur de bois d'agar du corps de l'homme. Profitant de son avantage en termes de taille, Liam la regarda, l'homme haussa les sourcils, son ton était aussi indifférent que toujours, demanda, « Bébé, tu profites encore de moi ?» Un feu d'artifice s'épanouissait à l'extérieur de la fenêtre, sa lumière se reflétait dans les yeux de l'homme, il semblait que la galaxie entière se reflétait dans ses yeux pêches légèrement courbés, profonds et enchanteurs. Émilie le regarda un instant, puis sortit lentement une serviette de sa poche et la tendit à l'homme. Elle s'excusa doucement auprès de lui, Liam ne répondit pas,
mais se lécha les lèvres, il se pencha et caressa la tête de la jeune fille, comme s'il taquinait un chaton. Emily était hébétée jusqu'à ce qu'une main fine passe devant ses yeux et frappe son front, un rire se fait entendre au-dessus de sa tête, à quoi pensait-elle? Emily a repris ses esprits, a retroussé ses manches, a versé de la farine dans un bol et a ajouté un peu d'eau et a dit qu'elle réfléchissait à quoi donner à Liam, un chat ou un chien parce qu'il pourrait satisfaire son passe-temps de lui caresser la tête, sinon, s'il continue dans le même esprit, elle deviendra très probablement chauve. Après ça, ils ne parlèrent plus, chacun vaquait à ses occupations, l'un faisait bouillir de l'eau, et l'autre coupait des légumes. Dans le salon, Tom souriait et parlait joyeusement à Tom, et Emily pensait qu'elle ne se souvenait pas du tout de son enfance. Tom était constamment occupé, en plus, il devait s'occuper de 2 enfants. Pas étonnant que lorsque la famille Ying est venue la chercher, Tom l'a convaincue de partir parce qu'il pouvait lui offrir de meilleures opportunités. Du début à la fin, Tom n'a jamais pensé à lui. Emily a plissé les yeux et s'est dit qu'elle les protégerait.